Le mariage est un beau mensonge que l'on se murmure chaque matin en se brossant les dents. Moi, Arseni Volkov, je m'étais raconté ce mensonge pendant 11 ans, debout dans la salle de bain de notre manoir de Barvika, d'une valeur de 120 millions de roubles. Je regardais dans le miroir un homme qui s'était convaincu qu'une femme silencieuse était une femme satisfaite, que la distance était synonyme de maturité, qu'une femme qui cessait de demander comment c'était passer votre journée avait simplement dépassé le stade des banalités. Dieu, que j'étais stupide. Bienvenue sur la chaîne, la vraie vengeance d'un père. Prenez vos collations, installez-vous confortablement et rappelez-vous. Les gens de ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Ils ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Cette journée-là avait commencé comme toutes les autres. Du café, des embouteillages sur l'avenue Kutuzovski, l'appel d'un client qui aurait pu être un simple courriel. Je travaillais dans l'immobilier commercial. Le genre de travail qui impressionne dans les dîners mondains, mais qui signifie surtout que vous passez votre vie au téléphone à vous disputer sur des mètres carrés avec des hommes qui ont plus de chaussures que de bon sens. Mon bureau se trouvait à Moscow City, au 42e étage, avec une fenêtre plongeant sur une ville qui ne s'arrête jamais. Moscou ne fait pas de pause, elle vous avale et continue ça. À route. Je n'avais pas prévu de passer au bureau d'Ania ce matin-là. C'est ce qui me hante encore. Ma femme, la docteure Ania Volkova, dirigeait l'une des cliniques de thérapie comportementale les plus réputées du quartier de Kamovniki, le groupe Renaissance de l'Esprit. Des salles d'attente, élégantes, des lumières tamisées, une réceptionniste nommée Kira qui souriait, toujours comme si elle cachait quelque chose. Ania était brillante, ce genre de brio qui vous rend fier d'être à ses côtés, tout en vous faisant sentir légèrement idiot par comparaison. Elle avait écrit 2 livres, apparaissait dans le magazine Snob, et prononçait des discours lors de galas de charité pour sa fondation, Un avenir radieux, qui aidait les enfants défavorisés. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Je m'y suis arrêté parce que j'avais réservé une table au White Rabbit, son restaurant panoramique préféré, pour notre anniversaire ce samedi. Je voulais confirmer qu'elle était libre jeudi pour récupérer la robe qu'elle avait commandée. C'était tout, une conversation de 30 secondes. J'allais l'embrasser sur la joue et être de retour dans ma voiture avant midi. Je ne savais pas que ces 30 secondes allaient faire exploser 11 ans de ma vie. Le quartier de Kamovniki était dans son état habituel de chaos contrôlé. J'ai garé mon Range Rover rue Léon Tolstoï, et j'ai marché un demi-pâté de maison, jusqu'à son immeuble de l'acier et du verre, une architecture qui murmure. Ici, nous facturons 40 000 roubles de l'heure. La réceptionniste, Kira, la vingtaine, toujours avec son casque, a levé les yeux quand je suis entré, et son sourire a vacillé d'une manière étrange. Comme une ampoule hésitant à rester allumée. Arseni Viktorovitch, dit-elle en se redressant. Le docteur Volkova ne vous attend pas. Je sais, répondis-je. Une visite surprise. Les gens mariés font ça. Parfois. Elle est en séance actuellement. Une séance très longue. Cela pourrait prendre. Elle consulta son écran encore 40 minutes minimum. J'ai haussé les épaules. Je vais l'attendre à son bureau. Je connais le chemin. En fait, je devrais être. Kira, souris-je. Je suis venu ici 100 fois. Elle se tut. Ce vacillement dans ses yeux revint. Je l'ai noté dans un coin de ma tête sans savoir pourquoi. Le bureau privé d'Ania se trouvait au bout d'un court couloir, après 2 salles de thérapie et une petite cuisine qui sentait toujours la camomille et l'ambition. J'ai ouvert sa porte, je suis entré et j'ai expiré. La pièce sentait comme elle le bergamote avec quelque chose de chaud en dessous. Des diplômes encadrés au mur. Un bureau en acajou si poli qu'on pourrait y pratiquer une chirurgie. Des étagères de livres tapissant tout le mur gauche. Classés par couleur, évidemment. Cette femme classait même ses courses par couleur. Je me suis installé dans le fauteuil face à son bureau, celui que ses patients utilisaient probablement pour confesser leurs pires secrets, et j'ai sorti mon téléphone pour faire défiler les actualités en attendant. C'est alors que je l'ai vue, posée là, entre un bloc-notes et une pile de dossiers. Un stylo plume, corps bordeaux foncé, finition en or, le genre d'objet qui coûte plus cher que le salaire annuel d'une personne ordinaire. Je n'y aurais pas prêté attention. Ania collectionnait les beaux stylos s'il n'y avait pas eu la gravure. Je me suis penché en avant. Liana Arsenievna Volkova, le nom de ma fille. Mes mains ont bougé avant que mon cerveau ne donne l'ordre. Je l'ai ramassé. Il était plus lourd que prévu, solide, substantiel. Le poids de quelque chose qui compte. Liana, notre fille, 12 ans, disparue depuis 8 mois. 8 mois de rapports de police qui n'ont mené nulle part. 8 mois de traque sur les
Poteaux électriques le long de l'avenue Leninsky et de la rue Prof-Soyuznaya. 8 mois d'un chagrin qui s'était installé dans mes os comme du béton. 8 mois à dormir à côté d'une femme qui pleurait lors des veillées au flambeau, donnait des interviews sur les chaînes fédérales, serrait ma main devant les caméras et murmurait « Nous la retrouverons, Arsénie ». Je le sais. 8 mois que cette femme gardait le stylo plume de notre fille sur son bureau. Comme un presse-papier. Quelque chose dans ma poitrine est devenu très, très froid. J'ai tourné le stylo entre mes doigts. Mon pouce a trouvé une petite jointure près de l'agrafe, presque invisible. J'ai appuyé. Un léger clic, et la bibliothèque s'est mise en mouvement. Pas de manière dramatique comme au cinéma. Elle a juste glissé, fluide et hydraulique, comme si elle avait été construite par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Une ouverture d'1 mètre s'est créée, et un air frais s'est échappé de l'obscurité derrière. Je me suis levé si vite que le fauteuil a roulé et a heurté le bureau. Liana, ma voix n'était qu'un murmure, puis plus forte. Liana. Papa? Une voix petite, enrouée. La voix d'un enfant qui n'avait pas parlé, normalement depuis très longtemps. Elle était assise sur un lit étroit contre le mur du fond d'une pièce pas plus grande qu'un placard. Des murs blancs, un ruban LED à faible intensité, une petite étagère avec des manuels scolaires, un bureau avec un ordinateur portable. Et ma fille de 12 ans que je n'avais pas vue depuis 8 mois. Maigrement serrée la gorge, portant des vêtements que je ne reconnaissais pas, elle me regardait avec des yeux qui avaient appris à être prudents. C'est le moment où un bon père se précipite et la prend dans ses bras. Et je l'ai fait. Mais c'est aussi le moment où quelque chose d'autre est né en moi. Quelque chose dont je n'avais pas encore le nom. Ce n'était ni du chagrin, ni du soulagement. C'était autre chose. J'ai traversé la pièce en 2 pas et je l'ai serrée contre ma poitrine. Elle s'est raidie une demi-seconde comme un enfant qui a oublié ce qu'est la sécurité avant de s'effondrer contre moi en tremblant. Je te tiens, ma puce. Je suis là. Elle a dit que tu ne voulais plus de moi, murmura-t-elle contre ma chemise. Elle a dit que j'étais trop difficile. Que vous étiez d'accord tous les deux. Ma mâchoire s'est contractée. C'est un mensonge, dis-je d'une voix si contrôlée qu'elle m'effraya. C'est le plus gros mensonge qu'on t'ait jamais dit. Je sais, chuchota-t-elle. Je crois que je l'ai toujours su. Mais, elle le répétait sans cesse. Je me suis reculé pour regarder son visage, le mémorisant. Chaque nouveau creux, chaque ombre. Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis septembre, je crois. Au début, elle me laissait sortir la nuit. Puis elle a arrêté. Septembre. Nous étions en mai. Est-ce que quelqu'un d'autre sait que tu es là? Elle secoua la tête, puis hésita. Vitali m'apporte à manger parfois. Vitali, le frère cadet de ma femme. Celui avec qui j'étais assis à Noël, qui m'avait serré dans ses bras en disant « Frère, on va la retrouver ». Celui qui m'avait regardé dans les yeux. J'ai senti le froid dans ma poitrine se propager. Comme une tache d'encre. D'accord, dis-je d'une voix égale. Voici ce qu'on va faire. Tu vas venir avec moi tout de suite, et tu ne diras pas un mot à personne jusqu'à ce que je te dise que c'est sûr. Tu peux faire ça? Liana acquiesça. Bonne fille. Elle l'avait toujours été. Je l'ai fait sortir par le bureau, en refermant la bibliothèque derrière nous. Kania revienne et trouve tout exactement comme elle l'avait laissé et nous avons descendu le couloir. Liana gardait la tête basse. Quand nous sommes passés, devant la réception, Kira a regardé la petite fille. Au revoir, Liana, dit-elle prudemment. De cette façon dont on parle d'une situation qu'on a décidé de ne pas voir. Elle savait. Je l'ai fixée assez longtemps pour qu'elle comprenne que j'avais compris. Son visage prit la couleur d'une feuille de papier. Bon après-midi, lançai-je poliment. J'ai installé ma fille dans la voiture à 12h19, un mardi de mai. Et j'ai conduit, vers le nord, vers notre maison, sans appeler la police, sans appeler personne. J'avais besoin de réfléchir. Je ne savais pas encore que Liana n'était pas le seul enfant. Je ne savais pas encore pour la petite fille qu'on faisait venir de l'étranger. Je ne savais pas à quel point l'opération de ma femme était vaste ni combien de personnes elle avait convaincu de fermer les yeux. Mais j'allais le découvrir. Et quand je le ferais, je ne ferais pas un seul mouvement que je n'aurais pas déjà planifié. 3 coups d'avance. Anya avait passé 11 ans à étudier comment pensent les gens brisés. Il était temps qu'elle en rencontre. La plupart des hommes, quand leur monde s'écroule, se tournent vers la bouteille. Moi, je me suis tourné vers un bloc-notes et un marqueur noir. Une vengeance sans plan n'est qu'une colère qui vise mal. Liana était à l'étage, douchée, nourrie 3 œufs brouillés et un toast, car c'était la seule chose que je pouvais préparer sans que mes mains ne tremblent trop, et elle dormait dans son ancienne chambre pour la première fois en 8 mois. Je suis resté sur le pas de la porte pendant une minute entière, juste à regarder sa poitrine se soulever, pour m'assurer. Comme on surveille un nouveau-né, parce qu'on ne fait pas encore confiance à l'univers pour le garder en vie sans témoin. Puis je suis descendu, je me suis assis au comptoir de la cuisine et j'ai
commencé à faire la liste de tout ce que je savais sur ma femme. Il s'avéra que, c'était honteusement peu. Je savais qu'elle prenait son café noir. Je savais qu'elle détestait le bruit de la télévision. Je savais qu'elle pouvait entrer, dans une pièce pleine d'inconnus et, en 20 minutes, convaincre chacun d'entre eux quelle était la personne la plus empathique qu'ils aient jamais rencontrée. Ce dernier point, que je considérais autrefois comme un don, je comprenais. Maintenant que c'était une compétence pratiquée, délibérer la différence entre un foyer chaleureux et un incendie contrôlé. J'ai écrit son nom en haut de la page. Ania Volkova. Puis j'ai tracé une ligne en dessous. Et j'ai commencé à cartographier tout ce qu'elle avait construit. La fondation, un avenir radieux, avait été l'idée d'Ania 3 ans après notre mariage. Je pensais que c'était magnifique. Cette femme que j'aimais se donnant corps et âme pour les enfants défavorisés. J'avais moi-même signé le premier chèque de 5 millions de roubles. J'étais fier comme on peut l'être. J'en parlais lors des dîners. J'avais porté ses succès comme une boutonnière sans jamais penser à demander qui gérait réellement l'argent. J'ai ajouté ces 5 millions sur la liste, dans la colonne, ce que j'ai financé. Mon téléphone a vibré. Ania, en retard. La séance se prolonge. Je ne serai pas à la maison avant 19. Ne m'attends pas pour dîner. Je t'aime. J'ai fixé le message longtemps. Elle ne sait pas que j'étais là. Elle ne sait pas que j'ai Liana. Elle pense que la pièce est toujours scellée et que le secret respire encore. J'ai répondu, pas de problème. Je mangerai un morceau. Je t'aime aussi. Et je le pensais de la même manière qu'on pense au bruit d'une porte qui se referme définitivement, avec un écho qui dure. J'ai passé les 4 heures suivantes sur mon ordinateur portable. Ce que j'y ai trouvé aurait brisé un homme moins solide ou plus intelligent. Je ne sais toujours pas dans quelle catégorie je me trouve. Le type de personne détruite par la vérité ou celui que la vérité rend plus lucide. La fondation était enregistrée comme une organisation caritative. Des documents propres, un beau site web avec des photos d'enfants, souriants et un portail de dons qui avait pour traiter. J'ai trouvé cela dans un rapport fiscal caché plus de 200 millions de roubles ces 4 dernières années. Le conseil d'administration listait 3 noms. Ania, un avocat que j'avais croisé une fois, et Vitali Adaev. Vitali, le frère de ma femme, dont je n'avais jamais pensé à vérifier le nom de famille. Je l'ai fait maintenant. Vitali possédait une société de conseil enregistrée dans un paradis fiscal. Pas de site, pas d'employés, et une adresse qui n'était qu'une boîte postale à la périphérie de Nicosie. Il était aussi co-signataire d'un compte bancaire lié à un programme subsidiaire de la fondation appelé Voix de la paix, programme international. International. Je me suis adossé à ma chaise. Combien d'enfants, Ania? Je n'avais pas encore la réponse. Mais je savais une chose. La pièce derrière la bibliothèque n'était pas faite pour une prison à long terme. C'était trop propre, trop organisé. Des manuels, un ordinateur portable que j'avais ramené à la maison et qui était maintenant posé sur la table à côté de mon bloc-notes. L'ordinateur était protégé par un mot de passe, mais je connaissais les habitudes d'Ania. Elle utilisait des variations d'une même base pour tout. J'avais vu son mot de passe assez souvent pour le mémoriser sans le vouloir. J'ai essayé la première variation, rien. La deuxième, rien. Pour la troisième, j'ai ajouté l'année de naissance de Liana à la fin. L'ordinateur s'est ouvert. Bien sûr. Elle gardait le nom de notre fille sur un stylo comme un trophée et utilisait son anniversaire comme mot de passe, l'arrogance d'une femme qui n'imaginait pas être découverte. Les fichiers sur cet ordinateur réécrivaient tout ce que je croyais savoir. Ania avait un dossier intitulé « Futur », contenant des fiches d'admission d'enfants. 8 enfants en 4 ans, provenant de 3 pays, Philippines, Ouzbékistan, Guatemala. Chaque fiche comportait une photo, un nom, un âge, une évaluation psychologique écrite dans le langage clinique précis d'Ania, et une colonne intitulée « Calendrier d'intégration ». Intégration comme s'il s'agissait de mise à jour de logiciels, des correctifs pour des vies qu'elle avait décidé de remplacer. Mon estomac s'est noué, puis je me suis ressaisi. Calme, Arsenie. Chaque enfant était entré dans le pays via des visas humanitaires légaux, ceux qui nécessitent qu'un clinicien certifié signe une nécessité psychologique. Ania était ce clinicien. Elle avait signé chaque document elle-même. Les enfants étaient placés dans des familles d'accueil interne des dossiers des familles qui croyaient participer à un programme d'échange culturel de la Fondation. Mais le dernier fichier m'a glacé. Il était plus récent, créé il y a 4 mois. La photo montrait une fille qui ressemblait de manière frappante à ma fille, 12 ans, de Manille. Son nom, Lena Reyes. Sous la photo, de la main, d'Ania, car elle avait imprimé et scanné cette feuille-là, la seule traitée. Ainsi, ce qui montrait son importance se trouvait 4 mots, candidate. Pour remplacement primaire. Remplacement primaire. Je suis resté longtemps assis avec cette pensée. Ma femme n'avait pas seulement caché notre fille.
Elle organisait un casting pour la remplacer. Un enfant assez ressemblant pour être présenté un jour au monde, à nos amis, à la haute société moscovite comme la fille miraculeusement sauvée, qu'elle ramenait à la maison. Un nouveau nom, une nouvelle histoire, alors que notre véritable fille aurait été effacée, renommée et redistribuée dans le système comme un énième cas de charité. Elle allait remplacer notre enfant, et moi, je me vantais de sa fondation lors de dîners mondains. J'ai refermé l'ordinateur très soigneusement, je me suis levé, je suis allé à l'évier, j'ai fait couler l'eau froide sur mes mains et j'ai juste respiré. Ne te précipite pas. N'appelle pas encore la police. Si tu appelles maintenant, Vitali s'enfuit. Les familles d'accueil se dispersent. Les enfants disparaissent dans le système et personne ne paiera pour ça. Ania engagera les meilleurs avocats et s'en sortira en 3 ans pour vice de procédure. Non, cela doit être chirurgical. Je me suis essuyé les mains, je suis retourné au bureau, j'ai ouvert une page blanche et j'ai écrit 2 mots. Rodion Sokolov, mon vieil ami, 15 ans dans la police criminelle, s'occupant maintenant des crimes financiers à la direction de la rue Chabolovka. L'homme qui était mon témoin de mariage, qui avait dansé avec l'ami d'Ania, qui s'était assis avec moi ici même 3 mois après la disparition de Liana pour me dire que les statistiques après 90 jours n'étaient pas en notre faveur. Il ne savait pas que ces statistiques étaient manipulées. Je n'allais pas appeler Rodion tout de suite. J'avais besoin de plus. Je voulais que tout soit documenté et irréfutable avant de remettre cela à quelqu'un portant un insigne. Car au moment où je le ferais, l'histoire deviendrait la leur. Et j'avais quelque chose de plus important que la justice en tête. Je voulais que le nom d'Ania Volkova signifie quelque chose de précis dans cette ville. Je voulais que chaque personne ayant applaudi lors de ces galas ressente une honte rétroactive jusqu'à la moelle. Je voulais que l'histoire soit si complète qu'aucun avocat, aucun communicant ne puisse en lisser les bords. Là, justice viendrait, mais la mort de sa réputation devait passer en premier. À 16h30, j'ai entendu des petits pas dans l'escalier. Liana est apparue à la cuisine, les cheveux lâchés, portant le vieux sweat de l'université de Moscou, qui pendait encore dans son placard. Elle regarda le bloc-notes, l'ordinateur, et l'expression sur mon visage que je n'avais pas eu le temps de neutraliser. « Tu prépares quelque chose » dit-elle. « Je travaille, Liana. » Elle inclina la tête. Elle avait les yeux de sa mère, ce qui était dur à réaliser maintenant. « Je connais ton visage de travail. Ce n'est pas celui-là. » J'ai tapoté le tabouret à côté de moi. Elle y grimpa, repliant ses jambes sous elle comme elle le faisait depuis ses 4 ans, et regarda le bloc-notes sans le toucher. Elle allait ramener quelqu'un d'autre à la maison, dit-elle. Doucement, comme si ce n'était pas une question. Je la regardais. Comment, le sais-tu? Je l'ai entendu au téléphone à travers le mur. Elle marqua une pause. Elle parlait à l'oncle Vitali. Elle a dit que la transition devait se faire avant le bal d'automne. Que tout devait être propre. La voix de Liana ne trembla pas, ce qui était pire que si elle avait pleuré. Elle a dit mon nom, puis elle a dit ancienne. Ancienne. Ma propre fille évoquée au passé. Depuis combien de temps? Sais-tu ça? Demandai-je. Peu, être 2 mois. Elle haussa les épaules, fatiguée comme une adulte. J'ai arrêté de pleurer après la première semaine. Ça semblait inutile. 12 ans. J'avais élevé, apparemment, une personne bien plus forte que moi. Elle, Nisem sortira paz, diz-je. Gisais. Liana me regarda fixamente. Mais papa. Ne te contente pas de la faire arrêter. Fais en sorte que ça signifie quelque chose. Je regardais ma fille maigre, aux yeux prudents, endurcie par 8 mois et je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du calcul froid, mais quelque chose de plus vieux. De la fierté. C'est exactement le plan, dit Jean, saisissant le marqueur noir. À 18h58, 2 minutes avant que la clé d'Ania ne tourne dans la serrure, j'étais assis sur le canapé avec un verre d'eau, la télé allumée, ressemblant à s'y méprendre à un homme ayant passé un mardi ordinaire. Liana était à l'étage, endormie ou feignant de l'être. Nous étions d'accord, elle était un fantôme. Jusqu'à ce que je dise le contraire. J'entendis la porte s'ouvrir, le bruit des talons sur le parquet, le son spécifique de ma femme se déplaçant dans une maison qu'elle croyait encore sienne. Salut, souris-je. Comment s'est passée la séance? Épuisante. Elle se massa la nuque, alla à la cuisine, ouvrit le frigo. Tout à fait normal, tout à fait à l'aise. Une femme n'ayant aucune idée que les fondations de son empire étaient fissurées. Tu as mangé? J'ai pris quelque chose de bon. Elle sortit une bouteille d'eau pétillante, s'appuya contre le comptoir et me regarda avec ses yeux qui m'avaient autrefois fait sentir comme l'homme le plus compris au monde. Ça va? Tu as l'air un peu. Elle but une gorgée, jetant un bref regard vers le couloir. Juste un éclair en direction de la chambre d'amis où se trouvait la porte cachée, non parce que la porte était là, mais
Parce que son secret occupait toujours son esprit. Elle ne se doutait de rien. Je la regardais monter se changer et je pensais aux 8 enfants dans 3 pays. Et à une fille nommée Lona Reyes. Et je pensais au stylo gravé au nom de ma fille. Posé sur un bureau comme un trophée. Et je souris. Pas encore, Ania, mais je te le promets. Bientôt. Certains hommes pardonnent. Certains oublient. Je ne suis pas de ces hommes. 30 jours. C'est le temps que j'ai passé à être le mari parfait. Embrassant la joue d'Ania chaque matin, l'interrogeant sur ses patients. Assis face à elle. Dans notre salle à manger de Barvika, coupant mon steak, acquiesçant à ses paroles, tandis que sous la table, ma main gauche reposait sur un téléphone, chargé d'assez de preuves pour démanteler tout ce qu'elle avait construit en une décennie. 30 jours de la meilleure performance d'acteur de ma vie. Liana restait chez mon cousin à Odinsovo, loin de tout contact avec Ania, avec interdiction formelle d'approcher les réseaux sociaux. J'avais dit à Ania que j'avais besoin de temps pour gérer le chagrin lié à l'anniversaire de la disparition de Liana. Elle me tenait la main. Elle versait de vraies larmes. On va s'en sortir, Arsenie, chuchotait-elle une nuit. Oui, répondais-je en serrant sa main. On va s'en sortir. Rodion Sokolov m'a rencontré à Septsero un mercredi dans un café de la Prechistenka, terrain neutre. J'ai fait glisser une clé USB sur la table avant, même qu'il n'ouvre le menu. Il l'a regardé, puis m'a regardé. Arsenie, avant que tu ne dises quoi que ce soit, regarde juste. Il l'a branché sur son ordinateur personnel. J'ai vu son visage changer. Rodion avait 20 ans de métier dans les forces de l'ordre, mais, vers la 4e minute, en parcourant le dossier futur, quelque chose bougea dans son regard. Il referma lentement l'ordinateur. Depuis quand as-tu ça? 30 jours. Arsenie, tu aurais dû m'appeler immédiatement. Si je t'avais appelé de suite, Vitali aurait été prévenu. Les familles d'accueil se seraient dispersées, et Ania, en tailleur Chanel, expliquerait au journal de Rossiya, que son mari, jaloux a tout inventé. Il fallait que ce soit imparable. C'est imparable. 3 pays, souffla-t-il. Je sais. Et la fille de Manille, Lona Reyes, elle a atterri à Sheremetyevo il y a 6 jours. Elle est actuellement dans une famille, près de la Nova Riga. C'était une information nouvelle pour lui. Je restais de marbre. Alors nous sommes juste à temps. Il ramassa la clé USB. J'ai besoin de 48 heures pour les mandats. Tu les as? Dis-je. Mais Rodion, je veux une chose. Le communiqué de presse sort avant. L'arrestation, pas après. Avant. Je veux que chaque journaliste de Moscou ait son nom à la bouche avant même qu'elle ne voie un insigne. Rodion m'étudia. Ce n'est pas la procédure standard. Non, approuvai-je, mais ce qu'elle a fait ne l'est pas non plus. Il empocha la clé et sortit. J'ai passé ces 48 heures à finir ce que j'avais commencé. J'avais passé 30 jours à contacter anonymement les bons journalistes. Je ne leur donnais pas l'histoire, je leur donnais des questions spécifiques, chirurgicales sur la fondation, auxquelles aucune organisation honnête ne pourrait répondre. Le temps que les mandats soient signés, 4 journaux avaient déjà commencé à creuser. Jeudi matin, 6h00. J'ai préparé le café d'Ania, noir. Je l'ai regardé, consulté son téléphone. Il a vibré une fois, puis encore, puis 4 fois. D'affilée. Elle fronça les sourcils. Je savais déjà ce qu'elle lisait. Le journal commerçant venait de titrer « Zone d'ombre sur la fondation de la célèbre psychologue. Enfant, visa et millions disparus. Arsenie. » Sa voix était étrange, compressée. J'étalais du beurre sur mon toast. Il y a quelque chose sur le net à propos de la fondation. Elle leva les yeux vers moi, et, pour la première fois en 11 ans, je vis ma femme me regarder et ne pas trouver ce qu'elle attendait. Quelque chose dans mon calme absolu sonnait faux. Arsenie, j'ai posé le couteau. Vitali a été arrêté, dis-je doucement. Il y a environ 4 minutes. Rodion Sokolov te passe le bonjour. La tasse de café trembla dans sa main. Elle la rattrapa de justesse. La porte sonna. 3 agents du FSB et 2 policiers de Moscou. J'avais déverrouillé la porte avant de descendre. Je ne l'ai pas regardé se faire menotter. Je suis allé sur la terrasse et je suis resté là, dans la lumière fraîche du matin. Moscovite, à écouter son monde s'effondrer. Lona Reyes a été récupérée dans la famille de la Nova Riga le matin même. Les 8 enfants ont été localisés en 72 heures. L'histoire était partout. Le soir, même, le nom de la fondation était le terme le plus recherché sur le web. Elle voulait son nom sur des bâtiments. Elle l'a eu sur des actes d'accusation fédéraux à la place. Je lui ai rendu visite une fois, 3 semaines après l'arrestation, au centre de détention de Petchatniki. Elle était assise derrière la vitre et me regardait, avec des yeux qui s'étaient enfin fixés sur quelque chose de froid et calculateur. Même maintenant. Tu avais tout planifié, dit-elle. Depuis quand? Depuis le mardi où j'ai trouvé ce stylo sur ton bureau. J'ai sorti le stylo plume de ma veste et je l'ai plaqué contre la vitre. Celui gravé, Liana.
Arsenievna Volkova. Sauf que je l'avais fait regraver, propriété d'Arsenie, Volkov. Elle le fixa. Ça m'appartient. C'est moi qui l'ai payé, tranchage. J'ai tout payé, en fait. Je me suis levé, ajustant ma veste. 11 ans, Ania. La maison, la clinique, les 5 premiers millions de la fondation. Considère ceci comme une reprise de possession. Je me suis dirigé vers la porte. Arsenie. Sa voix me suivit. Même, maintenant, tu ne pourras pas tourner la page. Tu passeras le reste de ta. Liana te passe le bonjour, dis-je, et je laissai la porte se refermer derrière. Moi. Elle a pris 41 ans. Vitali a pris 22 ans. Les 8 enfants ont été réunis avec leur famille ou placés dans des structures de protection certifiées. Lena, Ray est rentré à Manille 4 mois plus tard. J'ai payé le vol. Le journal, Vedomosti a publié un suivi 6 mois plus tard. Ils m'ont appelé un héros. Je suis pas un héros. Je suis juste un père qui a trouvé un stylo. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires réelles, brutes et centrées sur la famille.